Et si les moteurs de l'intelligence artificielle moderne, au fond, reposaient sur une sorte de contradiction mathématique? Si les outils qui les rendent si incroyablement puissants étaient précisément ceux qui, en théorie, devraient tout faire planter? Eh bien, c'est tout le paradoxe des fonctions non différenciables. C'est un concept qui peut paraître un peu technique, mais une fois qu'on le saisit, ça change complètement notre vision sur la manière dont les machines apprennent vraiment. Alors, voilà notre programme. On va commencer par cerner le problème, ces fameux points anguleux. Ensuite, on verra comment les mathématiciens ont dû être un peu malins pour généraliser la notion de pente. Après ça, on va essayer de visualiser à quoi ressemble le paysage un peu chaotique d'un réseau de neurones. Puis, on regardera comment un outil comme PyTorch se débrouille dans la pratique. Et enfin, on se posera la question, est-ce qu'il y a d'autres chemins possibles ? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le principal outil pour entraîner une IA, la descente de gradient, on peut dire qu'elle adore les pentes douces, bien prévisibles. Le problème, c'est que les fonctions qui ont fait le succès du deep learning, elles sont tout sauf douces. C'est ce conflit-là qu'on va décortiquer ensemble. C'est vraiment la question centrale de toute cette histoire. On a souvent cette image d'Épinal de l'optimisation en IA, une petite bille qui roule doucement dans une vallée pour trouver le point le plus bas. C'est une belle image, mais que se passe-t-il si cette vallée est en réalité un paysage de haute montagne rempli de crêtes acérées et de falaises ? Donc l'outil de base, c'est la descente de gradient. L'idée est super intuitive. Pour réduire une erreur, on regarde autour de soi et on prend la direction qui descend le plus. C'est simple, c'est efficace, mais il y a une condition non négociable, il faut qu'il y ait une pente claire, bien définie. Autrement dit, il faut une dérivée en chaque point. La surface doit être différenciable. Et voilà le coupable. Les fonctions d'activation les plus utilisées aujourd'hui, comme la fameuse fonction ReLU, ne sont pas lisses. Alors pourquoi on les utilise partout ? Parce qu'elles sont ultra simples à calculer et qu'elles règlent plein d'autres soucis. Le truc, c'est qu'elles introduisent des angles, des cassures nettes. Et à ces endroits précis, eh bien la notion de pente unique, de dérivée, elle s'effondre. Théoriquement, notre petite bille, elle arrive sur l'arête et elle est complètement perdue. Alors comment on fait ? On ne va quand même pas jeter les fonctions ReLU qui marchent si bien. Non, la solution, c'est d'être plus malin. C'est de redéfinir ce qu'on entend par pente. On va introduire des outils mathématiques un peu plus sophistiqués pour pouvoir se balader sur ces arêtes vives. Pour y voir clair, commençons par un cas d'école, les fonctions convexes, qu'on peut imaginer comme un grand bol. L'exemple parfait, c'est la fonction valeur absolue. Partout ailleurs, la pente est évidente. -1 à gauche, +1 à droite. Mais pile au point critique, en x égale 0, au creux du V, on peut faire passer une infinité de droites qui touchent ce point sans jamais couper la courbe. Eh bien, la pente de chacune de ces droites est considérée comme un sous-gradient valide. Et tout cet ensemble de pentes possibles en un seul point, ça porte un nom, le sous-différentiel. Donc pour résumer, sur un point bien lisse, on a une seule pente possible, un seul chemin. Mais sur notre point anguleux, en 0, le sous-différentiel nous dit que n'importe quelle pente entre -1 et 1 est acceptable. En gros, on a remplacé une valeur unique et certaine par tout un ensemble de possibilités. Ok, le sous-gradient, c'est une super idée. Mais il y a un hic. Ça ne marche que pour les fonctions en forme de bol, les fonctions convexes. Malheureusement, le paysage d'erreur d'un réseau de neurones, ce n'est pas un joli bol, c'est plutôt l'Himalaya avec des pics et des vallées partout. Il nous fallait donc un outil encore plus costaud. Et heureusement, cet outil existe. C'est le sous-différentiel de Clark. Bon, pas de panique, le nom est un peu barbare, on n'a pas besoin de le retenir. L'important, c'est l'idée derrière. C'est un concept mathématique qui nous donne en quelque sorte le droit de parler de pente, même sur les paysages les plus chaotiques comme ceux créés par nos réseaux. Il nous fournit un cadre légal pour naviguer en terrain accidenté. D'accord, assez de théorie, maintenant qu'on a ces outils, on peut se demander, mais alors concrètement, ça ressemble à quoi ? La surface d'erreur d'un vrai réseau de neurones qui utilise des ReLU. Et c'est là qu'on arrive à une idée assez folle, qui va un peu à contre-courant. Cette citation le résume à la perfection. Ces points anguleux, ces arêtes vives, ce ne sont pas des bugs ou des problèmes à éviter. Au contraire, ils sont au cœur de la solution. Les meilleurs résultats, les points les plus bas, qu'on cherche désespérément, se trouvent très souvent sur ces frontières, pas dans les belles vallées lisses. Ces schémas illustrent ça brillamment. Il faut imaginer l'espace de tous les paramètres du réseau comme une immense mosaïque. Chaque carreau de cette mosaïque est une cellule où la fonction est parfaitement lisse, tout va bien. Mais les points qui nous intéressent vraiment, les minima, les trésors, ils ne sont pas au milieu des carreaux, ils sont sur les joints, sur les lignes de fracture non différenciables qui séparent ces cellules. Bon, la théorie est fascinante, c'est sûr, mais dans la vraie vie, quand on lance notre code avec PyTorch ou TensorFlow, comment ça se passe ? Comment ces logiciels gèrent-ils concrètement ces points anguleux ? Eh bien, l'approche de PyTorch, elle est très pragmatique, on pourrait même dire un peu brutale. Son moteur de différenciation, Autograd, suit une hiérarchie toute simple. Règle numéro 1, est-ce qu'il y a une vraie dérivée ? Si oui, super, on la prend. Sinon, plan B, on essaye de trouver un sous-gradient. Si ça ne marche toujours pas, plan C, on invente une valeur qui semble logique.
En gros, la philosophie, c'est « quoi qu'il arrive, je te donne une direction ». L'essentiel, c'est que la bille ne s'arrête jamais de rouler, même si ça veut dire lui donner une petite poussée un peu arbitraire de temps en temps. Ok, on a vu comment on peut arranger la descente de gradient pour qu'elle s'en sorte sur des terrains difficiles. Mais question, n'y aurait-il pas d'autres approches, des méthodes qui, dès le départ, se fichent complètement de savoir si le paysage est lisse ou pas? Et la réponse est oui. Une alternative puissante, ce sont les stratégies d'évolution. Là, on change complètement de philosophie, on ne cherche plus méticuleusement la pente la plus forte sous nos pieds, l'approche est bien plus exploratoire. Imaginez que vous êtes au sommet d'une colline dans le brouillard. Au lieu de tâtonner le sol, vous envoyez une centaine de copies de vous-même dans des directions au hasard. Au bout d'un moment, vous demandez à tout le monde qui est descendu le plus bas, et vous vous téléportez dans la direction de la meilleure copie. C'est une méthode boîte noire, elle regarde juste les résultats, ce qui la rend super robuste sur des terrains très compliqués. On termine donc sur cette question ouverte. La descente de gradient, malgré ses failles théoriques, ça a été le moteur V8 qui a propulsé toute la révolution du deep learning. Il a fait le job et de quelle manière? Mais alors que l'IA s'attaque à des problèmes de plus en plus tordus, de plus en plus non différenciables par nature, est-ce qu'il ne faudra pas regarder au-delà de ce bon vieux moteur? Faudra-t-il le remplacer par des approches plus exploratoires? C'est vraiment un des grands défis qui va façonner l'IA de demain. Merci.